Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode de la deuxième saison de Let Me Hack Better. Aujourd'hui on a un super invité que j'aime beaucoup, avec qui j'ai travaillé du coup chez Payfit l'année dernière, qui s'appelle Toufik. Je vais le laisser se présenter, mais comme dans tous les Let Me Hack Better, je vous explique comment j'ai rencontré Toufik. Je l'ai juste croisé à la cantine au taf, c'est aussi simple que ça. On a discuté de pas mal de choses et puis voilà, on s'était toujours dit qu'on ferait une émission ensemble. Toufik, il a pas mal d'appétence sur la sécurité, un sujet sur lequel je suis vraiment très mauvais. Et finalement, aujourd'hui, on a réussi à trouver le temps pour se rencontrer. Donc je vais le laisser se présenter et vous introduire son sujet du jour. Vas-y Toufik, à toi. Bonjour à tous, moi c'est Toufik Eran, vous me connaissez peut-être sous le nom d'AppSec Tribe en ce moment sur Twitter ou LinkedIn. Moi je suis ingénieur en cybersécurité, avant tout un passionné. Depuis 2006, la première fois où j'ai commencé à hacker, principalement de l'application web, du reverse engineering. Puis en 2015, j'ai commencé à travailler dans ce domaine en France et j'étais auditeur, ce qu'on appelle aussi pentester. Et à partir de là, j'ai évolué vers le DevOps, le DevSecOps et enfin l'Application Security. Et donc en ce moment, je me spécialise dans la sécurité des SaaS. Et typiquement, là où j'ai rencontré Tony, à Payfit, aujourd'hui je travaille chez Doctolib. Donc voilà, toute application mobile ou web, je m'occupe de sécuriser le software, l'infrastructure. Et il y a plein de techniques, plein de méthodes. Il n'y a pas qu'une façon de faire. Donc c'est aussi un mindset dit purple teaming, c'est-à-dire un mix d'attaque et de défense. Donc d'attaque en red team et de défense en blue team. Là on cherche surtout à mixer les deux méthodes pour trouver la manière la plus efficace, la plus holistique pour sécuriser une appli. Nice. Ouais, du coup, est-ce que tu peux nous donner une petite overview de ce qu'on va faire aujourd'hui, de ce que va ressortir, de ce avec quoi va ressortir le développeur qui va nous regarder, et de ce avec quoi moi je vais ressortir finalement. Ouais, carrément. Écoute. Aujourd'hui, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Tout simplement parce que ça fait un petit moment que je travaille dessus, que je connais les gens qui travaillent dessus. Typiquement, pour te donner quelques anecdotes, j'ai rencontré le développeur de Nuclei en 2016 à Goa en Inde, lors d'une conférence qui s'appelle Nullcon. J'ai passé 2 semaines avec eux en immersion un peu. Donc c'est des jeunes, à l'époque en tout cas, ils avaient en dessous de 17 ans la plupart. C'était vraiment des très jeunes qui étaient très très bons en hacking et principalement dans le fait d'hacker des applications web. Et je me suis inspiré d'eux, j'ai appris beaucoup de techniques, beaucoup de choses. Puis ils avaient déjà ce projet en fait de transformer leur savoir-faire manuel en quelque chose d'automatique. Et notamment ils avaient commencé à travailler sur des dashboards, une sorte de SIEM pour faire de l'application security, et sur lequel ils avaient plugué plein d'outils open source. C'est quoi une SIEM? Vous connaissez Alors oui, pardon, un SIEM c'est tout simplement un dashboard. Par exemple, tu connais Datadog, New Relic. On peut les considérer comme des SIEM et on peut les détourner pour en faire des SIEM spécialisés en sécurité. Mais sinon, aujourd'hui, les SIEM les plus connus, ça va être Splunk, CyberArk. C'est les plus connus en cybersécurité. En fait, t'as tes logs et t'as un moteur qui va faire de la corrélation de données et ça va détecter, on va dire, des attaques. Et en fait, eux, ils ont codé tout le workflow. On a besoin d'outils pour automatiser typiquement le scan de port, la découverte de services et le scan de vulnérabilité. Donc on va étudier quelques concepts. Tu te fais visiter. Bien sûr, mon chat Filou. Ah, trop bien. Bonjour Filou. Ok. Il a dit bonjour. Et donc je disais que on va étudier aujourd'hui les concepts et je vais vous montrer aussi du coup le Vulnerability as Code et comment lancer un scan de vulnérabilité sur son application. Donc à la fin de cette session,
ça sera la chose la plus actionnable qu'on va apprendre. Super, ça me dit grave. Et du coup, je te laisse. Je crois que tu voulais faire une petite presse, je te laisse mettre le PDF et puis je vais mettre ton écran. Ok, donc comme je te disais, Tony, voilà, j'ai quelques concepts importants à partager. Donc avant d'attaquer l'aspect purement technique, en cybersécurité, j'aimerais réviser avec les auditeurs quelques notions, quelques définitions. Ok. Et premièrement, on va parler de vulnérabilité. Donc, qu'est-ce qu'une vulnérabilité ? Alors, les mots, les définitions, je les écrirai en anglais, les mots. Donc, une vulnérabilité, c'est une faiblesse dans un système d'information. Donc, c'est une faiblesse dans une application, ça peut être sous forme de bug, de problème de configuration, ça peut être sous forme de fonctionnalité qui a des capacités beaucoup trop permissives. Et donc, une vulnérabilité, c'est tout ce qui peut permettre à une personne malveillante de tirer profit d'un système et de le détourner en quelque sorte. Et c'est vraiment quelque chose qui vient de la culture du hacking. Donc la vulnérabilité, c'est la matière première, c'est à partir de là qu'on peut commencer à travailler en quelque sorte. Et voilà, et en fait il faut savoir qu'il y a 4 grandes métriques pour calculer la sévérité d'une vulnérabilité. Il y a la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la traçabilité. Donc une vulnérabilité, elle peut avoir un impact sur l'un de ces 4 topics. Et à partir de là, on dit si la vulnérabilité est critique ou pas. Ensuite, le concept de CVE, donc pour Common Vulnerabilities and Exposures. Donc une CVE, c'est une sorte de dictionnaire de toutes les vulnérabilités qui ont été identifiées, rendues publiques, et qu'on peut tout simplement retrouver une description, potentiellement aussi une preuve de concept. Et le CVE, c'est un dictionnaire donc, qui est public, qui est maintenu par le MITRE et je crois par une organisation américaine, je crois que c'est la Défense ou le Commerce. En tout cas, on leur donne des noms de code aux vulnérabilités. Ces noms de code commencent toujours donc par CVE, l'année de publication de la vulnérabilité et un ID qui est séquentiel. Et donc, plus l'ID il est important et malheureusement, plus on sait qu'il y a de vulnérabilité sur l'année exposée. Donc en fait, aujourd'hui, spécifiquement, on va voir comment utiliser des scanners de vulnérabilité qui nous permettent d'identifier des CVE sur nos applications. Yes, ça me fait penser à ce qu'on a dans Node aussi. Et Civi, oui. Je crois, à la toute fin, quand tu installes certains modules, il te dit que par rapport Exactement. à telle et telle version que tu as installée, finalement, la combinaison de ça fait que tu as des vulnérabilités là et là. Et je crois que c'est un peu la même chose. Et c'est exactement ça. Node, en fait, à la fin de ton installation, en fait, ce qui te donne, c'est précisément les vulnérabilités qui ont été publiées dans les packages open source que tu as installés sur ton application. Et en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle la supply chain. Et aujourd'hui, typiquement pour les SaaS et pour plein d'applis, le challenge, c'est de sécuriser cette supply chain. Il suffit qu'on ait un maillon faible, une vulnérabilité dans un module, et en fait, ça met en péril toute l'appli. Ensuite, on a un autre concept qui est tout aussi important, qui est un peu plus macro. On est un cran au-dessus des CVE, c'est ce qu'on appelle les Common Weakness Enumeration, les CWE. Donc la CWE, contrairement à la CVE, la CWE, c'est une famille de vulnérabilités et c'est pas une vulnérabilité précise dans un logiciel. La CWE, c'est par exemple, on nous dit qu'il existe un type de vulnérabilité, prenons les injections SQL, eh bien ce type de faille, ça reste une famille qu'on va identifier dans des implémentations, mais on a besoin d'une définition générale et on a besoin d'une méthode d'approche pour les identifier, les exploiter
Et donc la CVE, pareil, c'est un document qui est maintenu par le MITRE. C'est vraiment un dictionnaire de toutes les vulnérabilités possibles, toutes les familles de vulnérabilités, de faiblesses possibles. Et juste, ça fait 2 fois que tu mentionnes, j'ai cru peut-être que la première fois j'ai pas tilté. Mais t'as dit c'est maintenu par le. Le MITRE. Alors ouais, les CVE et les CWE sont maintenus par le MITRE. Le MITRE, c'est une organisation américaine. Je crois qu'elle est à but non lucratif et elle s'occupe de maintenir à jour de la documentation sur le domaine de la cybersécurité. Ensuite, on a ce qu'on appelle les Vulnerability Scanning Tools. Donc les Vulnerability Scanning Tools, c'est des outils qui vont chercher des vulnérabilités, identifier des vulnérabilités. Et en fait, c'est exactement aujourd'hui ce qu'on va mettre en œuvre. On va mettre en place un Vulnerability Scanning Tools sur nos logiciels via un repo GitHub et une action GitHub. Je voulais peut-être aussi préciser un truc hyper important, c'est que parmi les catégories de Vulnerability Scanning Tools, il y en a, on va dire, 2 qui sont très importantes. C'est l'analyse statique et l'analyse dynamique. Donc les outils d'analyse statique et les outils d'analyse dynamique. Les outils d'analyse statique, je pense que vous les connaissez pour la plupart si vous êtes développeur, si vous utilisez des linters, si vous utilisez des outils qui vous donnent des indices sur la qualité du code, c'est de l'analyse statique. Et il faut savoir qu'il y a des profils et des outils spécialisés en cybersécurité qui vont être capables déjà d'identifier quelques failles, quelques types de failles, juste par leur profil syntaxique. Et donc juste avec l'étude du code, on va être capable d'identifier certaines vulnérabilités. Je peux citer par exemple les injections SQL, encore une fois, puisque j'en ai parlé. En fait, ce type de failles, on va les identifier assez facilement dès lors qu'on utilise de la concaténation dans une fonction de query pour requêter une base de données. Et le deuxième type d'outils, c'est le DAST, donc les outils de analyse dynamique. Par analyse dynamique, on entend le fait que l'outil, en fait, il est exécuté sur une application au runtime. Donc l'application, elle est lancée, et l'analyse dynamique, ça va consister en fait à principalement rejouer des requêtes HTTP. Donc on est sur la couche application, sur la couche OSI. Et à ce moment-là, en fait, on va particulièrement faire potentiellement ce qu'on appelle du fuzzing. Ça veut dire le fait d'envoyer des caractères et des données arbitraires dans des inputs, dans des variables notamment. L'analyse dynamique, c'est aussi des outils qui vont chercher des endpoints. C'est très puissant lorsque vous avez une API. Eh bien, on va chercher à permuter, par exemple, les méthodes. On va chercher à permuter les noms des API à la recherche de nouveaux points d'entrée. Et ça, voilà, ça fait partie de l'analyse dynamique. Là, pour vous parler après du projet sur lequel on va travailler, Project Nuclei, lui, il utilise principalement du Vulnerability as Code. Il y a un côté très statique, ça veut dire qu'il n'y a pas de fuzzing, mais on va voir que c'est de l'analyse dynamique de par le fait que on exécute des requêtes et on les analyse, et c'est suivant la réponse du serveur, donc de l'application, c'est là qu'on est en mesure de dire s'il y a une vulnérabilité ou pas. C'est quoi du fuzzing? Excuse-moi, je te coupe. Ouais, du fuzzing. Le fuzzing, c'est un moyen, c'est une méthode d'identification de vulnérabilité. Le fuzzing, c'est principalement le fait d'envoyer des caractères spéciaux, des données arbitraires à une application et de voir comment cette application elle réagit. En fait, ce qui va être intéressant et important pour un attaquant, ça va être de rechercher des états étranges, des états non déterministes de l'application. Donc en fait, on va chercher en fait à faire bugger l'application. Par exemple, un crash d'une application, ça peut être un bug inoffensif, mais dans certaines conditions, ça peut aussi être une vulnérabilité exploitable.
Je pense par exemple dans le reverse engineering et dans le binary exploitation, donc l'exploitation de binaires. Le fuzzing, c'est une technique indispensable pour identifier certains types de failles. Et sur les attaques web, on va énormément utiliser ce genre de méthode aussi. En envoyant des caractères spéciaux, on étudie les réponses et c'est là qu'on peut commencer à identifier des vulnérabilités. Donc ouais, le fuzzing, c'est une méthode, c'est une technique de recherche de vulnérabilité. Très bien, et ben, parlons du Security as Code. Donc le Security as Code, eh bien, c'est la nouvelle tendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment pour des raisons de compliance, on a besoin de pouvoir vérifier et prouver la sécurité des organisations et des logiciels. Avant toute cette mouvance DevOps, c'était plus au bon vouloir des gens, c'était aussi au bon vouloir des méthodes, c'est-à-dire que voilà, si le test il est fait, et bah tant mieux. S'il est pas fait ou si on l'oublie de le faire, etc., eh bien on n'a pas en soi de moyens automatisés de vérifier la sécurité d'une application ou d'une organisation. Et le Security as Code, je compare ça pas mal à toute cette tendance qui a été apportée aussi par la blockchain, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur les maths, sur l'informatique, sur l'automatisation pour prouver la sécurité d'un système. Et donc le Security as Code, c'est principalement ça. C'est principalement des algorithmes, des outils qui vont faire ce qu'on appelle des contrôles permanents. C'est des tests, comme il existerait des tests unitaires ou d'intégration dans le code. Et ben le Security as Code, on va décrire des politiques. On va décrire une politique de sécurité. Donc je prends un exemple très simple. On veut interdire l'utilisation de login mot de passe pour se connecter en SSH sur les serveurs. Donc on va avoir une politique qui va bien décrire ça, qui va dire que les serveurs doivent, dans leur configuration sshd.conf, eh bien on aura login password sur off. On va le désactiver. Et ça va être un contrôle permanent sur tous les serveurs. Et ça va être du Security as Code. Donc si je peux citer quelques outils, et un en particulier que j'aime bien, c'est Sentinel de HashiCorp, qui fonctionne sur la partie infrastructure. Et ça rejoint totalement l'infrastructure as Code. Voilà pour ce qu'est le Security as Code. Le Vulnerability as Code, eh bien, c'est dans la prolongation du Security as Code, sauf que là, on ne décrit pas des politiques de sécurité, on décrit des vulnérabilités. Si vous avez déjà entendu parler de Bug Bounty, donc le Bug Bounty, c'est le fait d'être ouvert à ce que des personnes souvent externes à l'organisation soumettent des rapports de vulnérabilité, et souvent ces rapports de vulnérabilité ou ces Bug Bounty Reports, ils sont écrits en langage naturel, en français, en anglais, et en fait, il y a un souci avec le temps, c'est que on peut rien faire avec ce type d'informations écrites en langage naturel, c'est de la doc, alors que on peut en réalité créer des tests à partir de ça. Donc les Bug Bounty Reports, je vous disais, à l'intérieur, il y a particulièrement un chapitre qui est super important, qui s'appelle la preuve de concept, Proof of Concept, ou preuve de vulnérabilité. Et en fait, c'est tout simplement une sorte de workflow, étape par étape, de comment exploiter une vulnérabilité. C'est un walkthrough, et on va avoir par exemple étape numéro 1, il faut s'authentifier à l'application. Étape numéro 2, il faut aller sur tel menu, injecter un paramètre dans telle variable. Tout ça, on va pouvoir l'automatiser et créer des tests avec cette fameuse méthode de Vulnerability as Code qu'on va étudier aujourd'hui. Et en ce moment, il y a des frameworks et des moteurs qui sont développés, et le plus connu d'entre eux, qui n'est pas non plus le plus jeune, c'est Metasploit. Si vous connaissez, c'est un framework qui a été très utilisé dans le monde du pentest et qui était orienté intrusion réseau.
Et avec Metasploit, typiquement, il était très simple de développer un exploit informatique, et de l'intégrer dans une suite de frameworks qui sont standardisés, dans une suite d'exploits standardisés au sein d'un framework. Et ben là aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir avec Nuclei, et c'est du Vulnerability as Code. D'accord, donc c'est vraiment le cœur de ce qu'on va voir aujourd'hui du coup. Okay. Tout à fait. Très intéressant. Attaque surface. Ouh là là. Enfin, voilà, c'est la dernière définition. Donc l'attaque surface, c'est un terme qui peut être barbare un peu, et en fait ça signifie simplement qu'on va chercher à comprendre depuis l'extérieur une application, en identifiant avant tout tous les points d'entrée vers cette application. Comment on interagit avec un système, input, output, ça c'est les basiques de l'informatique, et là l'attaque surface, ça va être tout simplement d'énumérer tous ces inputs, parce que c'est là où la personne malveillante, l'attaquant, va tenter une intrusion. Voilà, c'est l'application interactive. Plus elle est interactive, plus elle a une surface d'attaque importante, plus elle est susceptible d'avoir une vulnérabilité dans une de ses fonctions. Et du coup, quand tu dis les inputs, typiquement pour une API, ce serait ces endpoints? Exactement. Eh bien, en fait, ce qui est incroyable, c'est que il n'y a pas que les endpoints, et en fait, il y a vraiment, en fait, tout ce qui va être processé, je vais la refaire, désolé. Tout ce qui va être processé par l'application, c'est potentiellement une surface d'attaque. Pour te donner un exemple de surface d'attaque, je vais te parler surtout d'un moteur. Donc il y a un moteur aujourd'hui qui est très utilisé, qui s'appelle Shodan. Et Shodan, c'est un moteur qui scanne tout Internet. Et il scanne tout Internet à la recherche des services qui répondent, services web, services SSH, et j'en passe. Et au sein de ces services même, on va aussi mapper les endpoints, comme tu disais, donc, mais pas que, les variables aussi. Et on va essayer de trouver tout ce qui va être processé par l'application. Dès lors qu'une donnée elle rentre dans une fonction et que cette fonction elle en fait quelque chose, il y a potentiellement derrière une manipulation qui peut être réalisée par un attaquant. Et c'est là où on va dire que on énumère et on identifie une surface d'attaque. Et bah écoute, c'était la dernière définition et le dernier concept. Ok, donc si j'ai bien compris, pour la deuxième partie, on va se rapprocher un peu du tooling cette fois-ci. Donc c'est là où il faut que vous soyez super attentifs. Et du coup, tu vas nous parler de Project Discovery, quelle organisation, quel projet Nuclei, et puis que tu as rencontré du coup, ce que tu disais en première partie, tu as rencontré il y a quelques années, quoi. Ouais. Yes. Donc Project Discovery, voilà, c'est une de ces startups en cybersécurité en ce moment qui monte. Elle commence à faire parler d'elle parce qu'elle a beaucoup d'étoiles sur GitHub. Et comme je vous le disais, en fait, elle redéveloppe toute une suite d'outils qui va être utilisée dans un workflow d'intrusion. Et on va trouver du port scanning, du vulnerability scanning. C'est très utilisé par les bug hunters, donc ceux qui identifient les bugs de sécurité. C'est utilisé par les pentesters, ceux qui aussi cherchent à identifier des vulnérabilités, mais c'est pas pour le même type de mission, on va dire. Et donc aujourd'hui, voilà, moi je vais vous présenter surtout un outil qui s'appelle Nuclei. Et Nuclei, c'est un vulnerability scanner qui s'appuie principalement sur des templates. Comme je vous disais tout à l'heure, le vulnerability as code, et ben en fait, c'est tout simplement des templates YAML que je vous présenterai dans quelques instants. Voilà. Nuclei, c'est un binaire qui est développé en Golang. Et il y a une suite d'options que vous pouvez passer à ce binaire. Et une des options les plus importantes, ça va être tirer list. Et on va lui passer tout simplement une liste d'URL. Et ces URL-là, elles vont être scannées par le moteur à la recherche de vulnérabilité. Ensuite, un point important, c'est les templates. Donc les templates, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, les templates, c'est la fameuse matière première. C'est-à-dire que c'est ce qui va être lu par le moteur et exécuté pour rechercher des failles. Alors, il existe, je dirais, deux types de templates, deux catégories de templates qu'on va voir aujourd'hui. La première catégorie, c'est les templates qui sont développés par la communauté. Donc, sur le repository Nuclei Templates, on a des familles de templates, typiquement rechercher tous les admin panels exposés, rechercher tous les fichiers qui peuvent être exposés. On a aussi du fuzzing, on a tous les problèmes de configuration, tous les problèmes de takeover. C'est typiquement lié lorsque un sous-domaine est abandonné et qu'il est récupérable par une personne. Et on a les vulnérabilités. Donc ça, c'est des templates qui sont développés par une communauté. Aujourd'hui, on voit il y a à peu près 227 contributeurs en tout. Et ces templates-là, ils sont review. Tout à fait, ouais. Et bah, moi, je m'occupe de les review. C'est-à-dire que typiquement, on a des pull requests qui sont faites. Et en fait, c'est des personnes qui ont identifié des vulnérabilités. Par exemple, ici, on a une personne qui a identifié, qui a templatisé une CVE. Et en fait, c'est tout simplement comme vous vous souvenez, une CVE, c'est une vulnérabilité qui a été publiée, en l'occurrence en 2005. Et ici, la personne, elle a créé le template qui va permettre d'identifier cette vulnérabilité dans la nature et sur nos applications. Et voilà, on a une description, etc. Je vais vous parler un peu des templates un peu plus en détail. Donc les templates, c'est très simple, très intuitif. Donc tout d'abord, vous voyez que c'est du YAML. Donc c'est à la mode GitOps. Et voilà. Et en fait, on a deux grandes parties. Je dirais même trois grandes parties. Donc la première, ça va être ce que j'appelle les métadonnées. À commencer par un ID. L'ID, c'est ce qui va permettre de référencer le template, lui donner un petit nom et de pouvoir l'appeler avec ce nom-là. Ensuite, on a la partie info, dans laquelle on a les métadonnées concernant le template. On a le nom de la vulnérabilité. Donc ici, par exemple, on sait que c'est un problème de sécurité sur Cofax, les versions égales ou inférieures à 2.0. Et on sait que c'est une XSS, donc une cross-site scripting. C'est un type de vulnérabilité. Si vous allez dans les Common Weakness Exposure, vous devriez trouver cross-site scripting. Et c'est de l'injection de JavaScript côté client. Et ça permet de prendre le contrôle du navigateur d'un client. Et ici, on voit une petite description qui est quand même assez bien détaillée, assez bien fournie. On a par exemple l'impact et on voit que ça permet potentiellement à un attaquant d'injecter du code JavaScript ou du HTML depuis un paramètre qui s'appelle searchstring. Ensuite, on a quelques références, on a le POC, on a les détails vers la CVE, et voilà, et j'en passe. On a le nom de l'auteur, on a la sévérité, ici on est sur du médium. Très souvent, la sévérité elle est calculée à travers une calculatrice qui s'appelle aussi la CVSS Calculator. Donc c'est une petite calculette dans laquelle on rentre diverses informations, et à la fin, ça nous dit si la vulnérabilité elle est low, medium, high ou critique. On a aussi un type de faille dit info, informative, qu'on retrouvera énormément sur les templates Nuclei. On a beaucoup de templates qui sont juste là à titre informatif, notamment pour ce qui est de la technologie detection, qui permet de détecter quel type de librairie ou de techno est utilisé par l'application. Ça permet de faire justement du fingerprinting et de la surface attack mapping. Donc après on a un gros bloc ici d'informations qui est dans le request. Et dans le request, on a deux choses qui sont importantes. La première, c'est la requête. Donc la requête HTTP. Ici, on voit bien que c'est une requête GET sur le chemin suivant. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Donc sur ce chemin-là, si j'exécute cette requête, normalement, je devrais exécuter une cross-site scripting. Désolé. Donc je devrais exécuter une XSS en me rendant sur cette URL-là. Ok. Et le troisième gros bloc que je vous disais, qui est intégré dans la request, c'est le matcher. Donc le matcher, son rôle, c'est de matcher un résultat attendu. En fait, concrètement, on essaye de créer des tests qui sont déterministes et il nous faut tout simplement pouvoir matcher l'output. Et pour ça, le matcher, c'est son rôle. Et ici, il va matcher deux choses. Le fait que tout d'abord, la requête, faut qu'elle renvoie un code 200 pour dire OK, que tout s'est bien passé. Et deuxième chose, on voit que ici, elle va réfléchir en fait la payload. Donc la payload, vous vous souvenez, dans le paramètre search string, on va lui passer une payload qui consiste en fait à de l'injection de code JavaScript. Et étant donné que ici c'est une XSS réfléchie, on va s'assurer que la payload est réfléchie, et à ce moment-là, si c'est le cas, eh bien on sait qu'il y a une vulnérabilité et on sait qu'il y a une XSS. Ça veut dire quoi, la payload est réfléchie ici? La payload est réfléchie, ça veut dire que ce qui va être entré dans cette variable, ce qui va être entré sur la variable search string, ce sera réfléchi sur la page web. Ce sera réfléchi dans le code HTML. Ouais, c'est logique en fait, mais je préfère être sûr. Mais ouais, ça. Non, c'est une très bonne question. Et c'est comme ça que la personne malveillante va pouvoir prendre le contrôle du navigateur. C'est parce qu'il va sortir du contexte HTML légitime et il va derrière injecter une balise script qui va pouvoir faire en sorte qu'il importe son propre code JavaScript. Ouais, donc là, en l'occurrence, vous testez avec un alerte et vous vérifiez bien que c'est ce qui va se passer derrière, que tu vas te retrouver avec ce contenu-là. Et si d'ailleurs ça se passait pas, ça voudra dire qu'il n'y a pas de vulnérabilité, finalement. Exactement, tout à fait. On peut étudier un deuxième template. Donc on va étudier un deuxième template plus intéressant parce que là c'est une faille un peu plus complexe. Donc ici, première partie, je vous le disais, ce sont les métadonnées. Donc dans les métadonnées, on retrouve toutes les informations essentielles pour le traitement de la vulnérabilité, à savoir la criticité, une description, des références et potentiellement l'auteur du template. Et ensuite, dans la partie request, on a deux blocs. On a le premier, ici c'est raw. Donc raw, c'est la donnée, c'est la requête HTTP en brut. Et notamment ici, on voit que c'est une requête post sur tel endpoint. Ensuite, on voit bien tous les headers qui vont être passés. Et ici, on a la payload. La payload, parce que je rappelle, c'est une méthode post. Et on voit admin password et RDS password allowed. Et ici, on nous dit que le type de vulnérabilité, c'est ce qu'on appelle une administrative authentication bypass. Donc certainement, par authentication bypass, on entend le fait de bypasser un flow d'authentification. Juste avec un argument qui est RDS password allowed 1. Du coup, tu pourras accéder sans t'authentifier. C'est ça ? Exact. Tout à fait, exactement. Juste en passant cette variable à 1, et ben normalement, il ne demande pas d'authentification, ou en tout cas pas de login mot de passe comme d'habitude, quoi. Et on a deux matchers ici. On a deux types word. Donc word, c'est pour dire que je veux matcher un mot dans le résultat de la réponse. Donc le serveur, il va traiter cette requête, il va répondre, et dans le corps de la réponse, je veux matcher deux mots. Donc le premier, ça va être CF authorization, CF admin, et le deuxième, pareil, CF authorization, CF admin. Alors pardon, je vous ai dit une petite bêtise, mais tant mieux. Les mots, ils vont devoir être matchés non pas dans le corps de la requête, mais dans les entêtes. Donc ici, on a part et on a header. Si vous voulez matcher un mot dans le corps, ça va être body. Et body, ça va matcher dans le code HTML.
Et du coup, si on a ces deux en-têtes qui nous sont envoyés, ça signifie qu'on a bien une authentication bypass et que tout simplement que le test est valide. Et ce qui est drôle, en cybersécurité, un test valide, c'est pas bon, quoi. Ça veut dire qu'il y a une faille, tandis que en développement, un test valide, au contraire, c'est que la fonctionnalité fonctionne bien, n'est-ce pas? Yes, je confirme. Donc là, voilà. Là, si le test remonte en vert, c'est qu'il y a la faille. Et donc nous, c'est ce qu'on veut éviter. Donc voilà un petit peu pour la présentation de Nuclei, des templates Nuclei. Et maintenant, on va pouvoir voir comment exécuter nos propres scans de vulnérabilité en continu sur notre périmètre, donc sur nos applications. On peut y passer plusieurs sous-domaines, comme on va le voir. Et voilà. Là, on parle des sous-domaines CWE, c'est ça? Non. Là, on parle des sous-domaines. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, on parle des sous-domaines au sens URL. Ah, d'accord. DNS. Donc, par exemple, dans l'exemple suivant, j'ai une entreprise qui s'appelle The Pawnable. C'est une boîte qui développe un SaaS, un software as a service, avec une application qui est en front, qui rend service à ses utilisateurs, etc. Cette entité, cette entreprise, elle a aussi un sous-domaine staging. C'est là où elle va déployer et exposer une application de staging. Bien sûr, c'est pas forcément une bonne pratique, mais ici c'est pour l'exemple. Elle a aussi un blog. Et dans ce blog-là, généralement, ce blog il va être utilisé et traité par le marketing. C'est eux qui vont le maintenir, c'est eux qui vont poster des choses dessus. Et donc, on va commencer par, en tant que CapSec ingénieur en interne dans une boîte, je vais commencer par énumérer un peu tous les sous-domaines de mon entreprise. Donc ici, voilà, j'ai www.blog. et staging. C'est une information qu'on peut retrouver assez simplement sur Route 53 si vous utilisez AWS ou sur le DNS provider ou sur n'importe quel outil de monitoring. Vous aurez certainement une liste de vos sous-domaines. Et donc, voilà, à partir de là, on a besoin aussi d'avoir le protocole. Donc là, ici, HTTP, HTTPS, avec le port s'il faut, préciser avec un semi-colonne, donc 2 points et le numéro de port. Mais voilà, on a toutes ces infos dans un fichier qui s'appellerait url.txt. Et du coup, ce service-là, c'est celui qui va faire du coup le scanning pour nous. Oui, alors tout à fait. En fait, j'aurais dû peut-être passer juste... Non, c'était plus... j'avais une question, en fait. Ouais, non, pour moi, c'était clair. Ouais, là, tu présentais un petit projet d'action Nuclei. Tout à fait. En imaginant qu'on se met en place. Ma question, c'était plus, est-ce que toi, dans tes expériences, tu as tendance à prendre un projet et tu vas mettre toutes tes URL, ou tu vas avoir tendance à avoir des configs peut-être de Nuclei un peu différentes pour des domaines précis parce que tu as différentes verticales dans les applications et tu aurais un Action Test 1. Ici, on a un Nuclei Action Test, mais on aura un Nuclei, je sais pas moi, pour les apps front, ou c'est avec des configs un peu plus orientés front. Est-ce que ça se fait pas du tout Je sais pas, c'est ma question. Eh bien, en fait, c'est une bonne question. J'ai envie de te dire, il n'y a pas spécifiquement de protocole. Moi, j'ai une préférence pour tout centraliser sur un repo parce que c'est plus simple à monitorer, à manager, et à l'issue, en fait, on a tout au même endroit. Et très souvent, la team sécu, il y en a une dans une boîte, et puis c'est elle qui doit tout centraliser. Et à ce moment-là, c'est toujours plus simple d'avoir un endroit où voir, où manager et où manipuler potentiellement les choses. Donc moi, je suis plus partisan d'avoir un repo avec une liste d'URL. Par contre, tu as dit un truc important, c'est si jamais on est par exemple en architecture microservice et que chaque feature team, elle a son scope, son périmètre,
c'est vrai que ça l'intéresse pas potentiellement d'avoir les scans des autres teams, surtout si elle est un peu en mode vulnerability scan as a service, et que c'est elle-même qui va aller se rendre après, on verra dans les résultats des scans. J'ai envie de dire, à ce moment-là, ça peut être hyper intéressant que chaque périmètre, donc chaque service, chaque microservice ait la liste de ses URL. Je prends par exemple un service files, donc on aurait par exemple le service files le nom du SaaS, et un autre service qui s'appellerait media, on aurait media. Et en fait, ça permettrait de décorréler un peu les choses. Mais si jamais on a en effet une équipe qui manage et qui centralise tout ça, comme ça a été, et c'est souvent le cas là où je travaille, on a une équipe AppSec qui met tous les liens et à ce moment-là qui fait un scan global et centralisé de tous les services. Ok. Moi je te laisse poursuivre, désolé. Non, mais c'est une très bonne question parce que j'y ai déjà beaucoup réfléchi à cette question-là. Et au départ, pour te dire réellement mon schéma de pensée, et c'est qu'au début, j'étais parti sur chaque service, microservice, team, elle doit avoir son repository de scan de vulnérabilité. Et c'est à l'issue que j'ai vu que j'avais des petits soucis après à la fin pour moi-même avoir une vision globale de tous les résultats. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, je vais tout mettre dans un repo. Et après, bien sûr, il y a toujours des possibilités d'améliorer les choses, et notamment si on exfiltre les données, si on les exporte vers un SIEM, donc vers un dashboard, à ce moment-là, la question elle se pose beaucoup moins, puisqu'on aura toutes les infos sur un dashboard, un Kibana par exemple. Donc le secret de ce service Nuclei Action réside dans ce petit format YAML. C'est tout simplement une GitHub Action qui décrit le workflow et en particulier qui fait appel au scan. Et le produit ici s'appelle Project Discovery / Nuclei Action. C'est le produit principal. C'est là qu'on va en effet configurer notre scan Nuclei et on peut lui passer quelques arguments. Moi, ce que je vous préconise, c'est de pas trop vous casser la tête et au départ de partir sur un truc hyper simple avec juste une liste d'URL, potentiellement modifier le user agent. Ça, c'est intéressant aussi parce que comme ça, vous saurez que c'est bien vous qui faites le scan. Je dis ça parce qu'en fait, en ce moment, Nuclei, c'est un outil très utilisé par les attaquants, les personnes qui tentent des intrusions sur le web. Et donc, on voit maintenant dans les logs passer très souvent le user agent de Nuclei. Donc, pour le différencier, je vous conseille de customiser cette partie-là. Et ça va permettre dans les logs notamment de l'exclure, de ne pas en tenir compte parce qu'on sait que... Exactement, parce qu'on va savoir que c'est notre propre infrastructure. Et donc il y a aussi, alors après ici on a sur le GitHub Workflow Artifact, on a en fait le log qui va être stocké directement sur l'action. Dans l'action, on verra à la fin il y a un petit compte rendu et on trouvera à l'intérieur le log. Bien sûr, je vais pas vous faire souffrir, on va pas analyser ce log là. Je vous montrerai un moyen beaucoup plus simple et notamment en passant par le Security Dashboard de GitHub. Donc vous verrez, c'est une fonctionnalité qui est plutôt récente, je crois que ça fait un an et demi qu'elle a été release. Et c'est tout simplement un petit onglet en dessous de Security qui permet d'avoir une sorte de résultat des vulnérabilités qui ont été identifiées sur un repository. Au passage, le format SARIF, pour ceux qui ont envie de connaître un petit peu plus c'est quoi, le SARIF c'est un format standardisé pour ce qui est de communiquer les résultats d'un scan de vulnérabilité pour de l'analyse statique. Donc là on est en train de faire de l'analyse dynamique. Pour l'instant les choses elles n'ont pas encore été prévues pour l'analyse dynamique, mais aujourd'hui on passe par cette fonctionnalité qui est prévue de base pour l'analyse statique, et vous le verrez aussi parce que le nom de la feature porte bien son nom. Et à ce moment-là, nous on a essayé de leverage un peu les fonctionnalités de GitHub pour essayer de faire quelque chose de user-friendly. Et voilà. Et du coup, on n'est pas forcément obligé de prendre l'artefact d'upload.
on peut directement passer par utiliser que le security dashboard si on veut simplifier Exact. la vie, ou c'est quoi ta conseil sur ça? Alors en fait aujourd'hui, donc j'ai deux manières de faire qui sont toutes les deux user-friendly et aussi les plus efficaces. Alors déjà, le fait de lire, d'aller chercher le nucleolog dans les jobs, ça on verra que c'est un truc qu'on fera jamais, parce que c'est pas du tout pratique. Donc ça c'est quelque chose qu'on fera pas, mais je vous montrerai quand même où est-ce que se trouve le log, si vous avez besoin de les récupérer quand même. Alors, ce qu'on va faire justement, c'est aller voir le Security Dashboard directement sur GitHub. Et enfin, il y a aussi une troisième méthode dont je ne vais pas vous en parler. Je vais pas vous en parler aujourd'hui, mais je vous laisse juste toucher du doigt un peu cette manière. C'est le fait d'exporter les logs sur un SIEM. Donc typiquement, là, on pourrait très bien rajouter un job qui s'occupera de récupérer le nucleolog. Alors il faut savoir que le nucleolog, vous pouvez le récupérer au format JSON. Donc c'est du JSON, il n'y a rien de plus simple à parser. Et en fait, vous pouvez avoir un job qui, lui, s'occupe d'exporter ce JSON sur un dashboard. Donc on a parlé de New Relic, Datadog, Kibana, un ELK que vous avez peut très bien faire l'affaire. Et à ce moment-là, vous aurez un dashboard avec tous les logs et tous les résultats des scans. Du coup, allons dans l'onglet Security et dans l'option Code Scanning Alert. Donc comme je vous le disais, ça n'a pas été prévu pour l'analyse statique, mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir dans cette fonctionnalité. Parce qu'elle est plutôt pratique, elle est pas non plus moche. Je trouve que c'est plutôt agréable de pouvoir cocher les vulnérabilités, pouvoir les traiter en une traite. Et je trouve vraiment que c'est une fonctionnalité qui a de l'avenir. Et je pense qu'ils sont encore en train de la pousser, de tester des choses. Là, ils l'ont uniquement appelé code scanning parce que derrière, ils ont une fonctionnalité de code scanning. Mais aujourd'hui, voilà, on peut voir aussi que ça peut servir à autre chose. Et en fait, voilà, ici, on peut constater qu'on a les résultats des vulnérabilités, des résultats des scans, pardon, qui sont donc des vulnérabilités. Donc ici, on peut constater qu'on a lancé notre scan. Alors, je reviendrai aussi sur le job, parce qu'il y a un point qu'il faut étudier, c'est le scheduler, la partie scheduling, qui en fait permet de planifier nos scans de vulnérabilité. Donc ça, j'y reviendrai juste après. Ici, voilà, tout simplement, dans le résultat, on peut voir qu'on a le nom de la vulnérabilité. Ici, on voit que c'est un problème, c'est dit que c'est un directory traversal sur Jira. Oui, parce que le blog, en fait, il y avait aussi un issue tracker dessus, c'est un Jira. Et voilà, et en fait, on peut voir que on a une CVE. Voilà. Donc sur www.thepawnable.com. On a, c'est bien, franchement, on a quelques infos en plus. Hein. Okay. Je suis moi-même agréablement surpris parce que la fonctionnalité, elle s'est bien développée. Et puis, voilà, on a pas mal d'infos, on peut avoir plein de choses. Et en fait, après, on peut traiter l'issue. Et ici, typiquement, soit c'est une fausse positive, soit c'est juste un test, soit ça sera pas fixé. Et sinon, si c'est fixé, normalement, on pourra soit créer un ticket dans un Vulnerability Management Workflow et continuer à processer vers le fixe. Et comme je vous le disais, voilà, il y a pas encore l'option du style fixé pour dire qu'elle a été fixée, qu'on n'en parle plus. Donc ça, c'est dû au fait qu'en fait, le code scanning, ça reste quand même une fonctionnalité pour le code scanning. Donc le code scanning alert, il a été prévu pour en fait scanner en continu le code source, et l'alerte, elle ne disparaîtra que quand la vulnérabilité ne sera plus présente dans le code source. Mais vu que là, comme je vous le disais, on a détourné cette fonctionnalité, disons que pour le moment, on va juste supprimer cette vulnérabilité. Ok. Et du coup, je vais revenir sur le scan. Donc le scan,
pour cela, on va dans les actions. Et là, dans votre workflow, donc vous avez tous vos scans, tout ce qui a été réalisé ces derniers temps. Et alors, vous pouvez lancer le scan manuellement en faisant Run Workflow. Donc, il faut sélectionner la branche. Là le workflow il est sur Master, donc on va faire un Run Workflow. Et on va voir que, regardez, on est à une alerte. Et on va voir qu'en fait, tant que les problèmes de sécurité ils n'ont pas été corrigés, les alertes elles vont réapparaître. Donc comme je vous disais, tant que le problème de sécurité n'est pas corrigé, l'alerte elle sera toujours présente. Et voilà. Et en fait, je vais me permettre d'ouvrir le workflow. Donc voilà. Donc ce workflow, c'est exactement ce qu'on avait décrit dans notre YAML. Donc voilà, il n'y a pas besoin de spécialement regarder ce qui se passe, hein. C'est installation de l'outil, run sur les URL, etc. Donc c'est plutôt classique pour du dynamic analysis testing. Ah oui, donc je voulais vous montrer un truc assez important, mais comme je le disais, c'est pas le plus courant. Si vous voulez récupérer les logs sont directement dans le job. Donc vous cliquez sur le job, ici numéro 40, et vous pouvez récupérer le log. Donc il y a juste à cliquer dessus, ça va le télécharger. Tout simplement. Je vais revenir sur le YAML, donc sur la description du workflow, et je vais vous parler un peu de cette première partie, le on. Donc, intéressant. Ouais, donc le on, c'est la partie planification du job. C'est là où, eh bien, tout simplement, on va dire quand est-ce qu'on veut exécuter notre job. Donc là, ici, on a 3 wildcards pour dire tous les jours à midi, je crois, heure du serveur, hein, donc voilà, tous les jours voilà, midi UTC, puisque du coup, ils s'exécutent sur les serveurs de GitHub, et quand ils écrivent midi ici, c'est midi UTC. Donc si t'es UTC plus 2, il faut mettre 14 heures, j'imagine, ou je sais pas quoi. Exactement, c'est ça, tout à fait. Ou 10 heures, je saurais pas, je vais pas te dire une bêtise, mais faut changer l'heure en fonction de... C'est ça, en fonction de la time zone. Et donc voilà, donc là, tout simplement, c'est ce qui va nous permettre de dire que le workflow, il va s'exécuter tous les jours à la même heure, et il va rechercher des vulnérabilités. Voilà, c'est assez classique, assez simple. Okay. Le workflow dispatch, c'est ce qui permet de faire l'exécution manuelle comme ce que j'ai fait. Voilà, il faut pas oublier ce petit. Il faut le mettre, sinon on pourrait pas le faire, quoi. Ce serait que un cron et puis on serait bloqué. Exactement. Ok. Donc voilà. En fait, si je résume, finalement, on imagine que j'ai une API qui tourne sur un serveur. Je vais créer ce petit repo à côté, je vais renseigner les URL. Bon là en plus on vous mettra en description le lien du GitHub, vous pouvez recopier le YAML, c'est quasiment du copier-coller parce que là il n'y a pas trop de complexité. Vous pouvez enlever l'étape des logs si c'est pas nécessaire. Et du coup tous les jours à midi, il va y avoir une analyse, un scan qui va être fait sur votre application et vous remontez les vulnérabilités et vous aurez un outil dans GitHub, même si tu dis qu'il n'est pas encore parfait, pour pouvoir les traiter déjà, ou au moins en avoir l'information. C'est toujours intéressant. Donc je pense que c'est un peu ça le wrap-up. Je sais pas ce que t'en dis. Exactement, voilà, c'est... Si vous voulez mettre en place des scans de vulnérabilité sur les applications web, sur vos applications web, il n'y a plus d'excuses. Maintenant, on a un outil qui est super simple d'utilisation, qui est très malléable, on peut le planifier. Donc je vous disais, les templates, il y a des templates qui sont créés par la communauté et il y a des templates que vous pouvez créer vous-même. Tout à l'heure, je vous ai montré un peu comment créer des templates et en fait, le point hyper intéressant, d'ailleurs, je crois que j'ai omis de vous en parler tout à l'heure. Je vous disais, il y a les templates communauté et les templates custom. Et ces fameux templates custom, qu'est-ce que c'est ? C'est des vulnérabilités qui sont propres à vos outils, à vos logiciels, enfin à votre SaaS en fait. Donc ça veut dire que voilà, une personne vous remonte une vulnérabilité sur votre logiciel, et vous pouvez
le transformer en test et l'exécuter au sein des workflows. Ça veut dire que je pourrais avoir une vulnérabilité sur un truc qui est très personnel, très interne, qui sera jamais une vraie CVE au sens public du terme. Exact. Et je vais me créer mon template, je vais le mettre dans mon fichier de config, et Nuclei, en plus sûrement de faire le scan sur toutes les CVEs qu'il a déjà, il va runner mes templates custom à moi, qui vont être sous forme de test, comme on l'a vu, on fait une requête et puis on vérifie ce que j'ai en retour. Tout à fait. Trop cool. C'est ce que j'appelle les security regression. C'est des tests de régression. Et on leur donne aussi des petits noms. Je vous conseille de leur donner un petit nom de code comme les CVE, un truc genre SRT, pour dire voilà que vous énumérez, enfin vous itérez sur une suite de vulnérabilités, mais qui sont propres à votre SaaS. Parce que ça se verra dans les logs et dans les résultats, enfin pas dans les logs, mais dans les résultats du scanning, tu pourras différencier ce qui est CVE de ce qui est interne. Exactement. Excuse-moi. C'est ça. Yes. J'ai vu que la tradition fait qu'en général, on a un takeaways, etc. Est-ce que tu as de ton côté quelque chose? Alors, par takeaway, tu entends une petite citation de fin? Non, c'est un truc en plus. Je sais que... Ouais, un petit truc pour aller un petit peu plus loin sur le sujet et... Ouais, écoutez, si vous avez envie de contribuer, si vous identifiez une faille ou que vous avez envie de transformer une CVE en test sur Nuclei, vous êtes les bienvenus. Donc il y a les projets de la core team. Donc la core team, c'est eux qui développent les moteurs, le moteur Nuclei, et il y a les templates. Donc pour les templates, sachez que voilà, si vous contribuez, je serai là, je peux vous accompagner, mais je ferai la review avec vous. Et donc n'hésitez pas. Le projet, point important, le projet est open source, sans licence, gratuit. Donc voilà. Ça on aime. Ça on aime parce que surtout dans le domaine de la cybersécurité, beaucoup de vulnerability scanners sont payants. Des fois, c'est des licences qui sont assez chères. Et là, pour une fois, on a un outil gratuit. Donc il y a vraiment tout pour mettre en place déjà des bonnes pratiques de sécurité. Ok. T'avais autre chose du coup à ajouter toi de ton côté ou pas? Écoute, merci Tony, franchement c'est gentil. C'est top, merci beaucoup. Et écoute, j'espère que voilà, qu'il y a de la matière pour... Il y a de la matière. Pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Et puis donc non, encore une fois, merci beaucoup, merci de l'accueil, merci de l'opportunité. J'ai hâte qu'on se voit en physique aussi. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Peut-être si du coup je fais des vlogs. Ouais, peut-être. Ouais. Enfin, oui, mais depuis mars 2020, oui, c'est vrai. Depuis mars 2020. Pour savoir, chez Payfit, ils ont commencé le working à la maison un peu avant le confinement. En fait, ils avaient déjà anticipé. Et je pense que c'était genre vraiment au début du mois de mars, quoi. Et après, on s'est plus recroisé. Mais bon, comme vous le savez, je fais des petits vlogs de temps en temps. Je vais reprendre ça. Donc le jour où j'irai croiser Toufik, où j'irai manger avec lui, j'irai avec cette caméra et comme ça, on vous le verra apparaître à l'écran. Et merci en tout cas à toi pour ton travail. Tu avais fait une super préparation. C'est un sujet qui est pas forcément facile à traiter. Tu as su prendre quelques infos, nous donner du concret. Et moi, c'est ce que j'aime dans Let Me Hack Better, c'est de apprendre des nouvelles choses, mais aussi avoir quelque chose d'actionable à la fin. Et là, comme il a dit Toufik, c'est simple de configuration, c'est open source. Il n'y a pas d'excuse. Voilà. Merci à toi Toufik et puis. Merci. Et puis merci beaucoup Tony. N'hésitez pas à nous dire en commentaire du coup ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des questions spécifiques à tout ce qui a été énoncé là, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Ciao les gars. Salut, merci à tous. Ciao.